que ça parle de Eustace Kid. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'il est mort. Mais moi, j'arrive pas trop à y croire. Je me dis, il y a une potentielle chance. On l'a déjà vu, genre par exemple, regardez Luffy et Big Mom à Wano. Quand ils sont tombés dans le tourbillon et tout, ils se sont échoués sur la plage, tu vois. Et on sait aussi à quel point Oda ne tue pas forcément ses personnages. Je suis pas tout à fait d'accord avec eux pour une raison très simple. Je vais faire très vite. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils survivent. Ça m'éclate parce que c'est ma théorie préférée, les gars. C'est ma théorie, la théorie de la panse permis. Après. Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau live. Donc, semaine légendaire. Légendaire, mais je suis pas sûr que ce soit dans le bon sens du terme. Vas-y, on va commencer par ça. Mais je vous utilise un petit peu là dans le stream d'aujourd'hui. Ça va être analyse de la vidéo du Mon Corvo, la dernière vidéo si je me trompe pas. Et après, on va parler des spoils parce qu'il y a quelques informations qui sont sorties. Donc pour tous les gars qui étaient inquiets de savoir s'il y avait les spoils qui allaient sortir ou pas, vous avez votre réponse, les gars. Donc let's go, les gars. Installez-vous, préparez-vous et c'est parti pour un petit live. Donc ok, alors aujourd'hui, enfin plutôt hier, la semaine elle a commencé de manière catastrophique. C'est-à-dire déjà dans la nuit de samedi à dimanche, je vous raconte pas live un peu mais c'est pour changer un petit peu. Dans la nuit plutôt de dimanche à lundi, j'ai fait une crise d'insomnie. J'ai dormi 3 heures. C'est-à-dire, j'ai dormi 3 heures, je me suis réveillé. En plus, je me suis dit, vas-y, il faut pas que je me couche trop tard parce que j'ai un rendez-vous très tôt le matin et tout. Tu vois, enfin, en tout cas, il faut que je me lève très tôt le matin. Gros, je me lève, c'est pas, il est quoi, 4h50 du matin. À la base, je comptais me réveiller à 8h. Enfin, du coup, c'était pas très tôt, mais pour moi, c'était très tôt. Et je me suis dit, vas-y gros, c'est impossible de dormir, j'arrive pas à dormir. Donc j'attends, je reste 2 heures dans le lit à rien faire, après je me réveille, je me dis, vas-y, laisse tomber. Gros rendez-vous, rendez-vous de ouf, j'ai attendu 1h30 d'être pris en charge. Et le rendez-vous s'est ultra mal passé, vraiment ultra mal passé, je suis dégoûté de ce qui s'est passé. Ensuite, grosse journée, j'ai pas dormi, donc je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire une sieste ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai pas réussi et du coup, j'ai taffé toute l'après-midi. Donc, toute l'après-midi, j'ai taffé, j'ai préparé plein de trucs pour la chaîne d'ailleurs. Du coup, j'espère que vous allez kiffer et tout. Et après, il m'arrive quoi? Et ben, le soir, je vais pour lancer le stream et je vois le logiciel ne démarre pas. Le logiciel ne démarre pas. Gros, d'ailleurs, il a toujours pas démarré, il a toujours pas marché. Là, je stream depuis un autre logiciel, mais bon, je vous raconterai après. Et là, j'arrive pas du tout à le faire démarrer. Je le désinstalle, je réinstalle. Je regarde sur internet, je regarde les infos pour savoir si ça vient du logiciel, si ça vient de moi. Je vais dans les fichiers sources du PC, tu vois. Je vais retirer tous les fragments de logiciel qui peut traîner, machin chose et tout. Du coup, hier, je n'arrive pas et je me dis, vas-y, aujourd'hui, tranquille, ça va marcher, tu vois. Je me dis, vas-y, c'est bon. J'ai désinstallé vraiment de A à Z et j'ai tout réinstallé et tout. Et je me dis, ça va marcher. Donc, je me réveille, je teste une première fois, je vois, ça marche pas, je suis dégoûté. Je me dis, vas-y, bah, c'est pas grave, je vais faire autre chose et je vais voir pour ce soir. Et gros, là, depuis tout à l'heure, j'essaye, ça marche pas. Je dis, bon, vas-y, laisse tomber. Je veux pas attendre que le logiciel marche. Je vais réinstaller un autre logiciel de streaming. Du coup, j'ai réinstallé OBS. Avant, j'étais sur Streamlabs et j'ai tout remis, c'est-à-dire toutes les scènes, mes intros, les paramètres des fichiers, plutôt des fichiers de capture, enfin plutôt des sources de capture, vidéo, les écrans, tous les micros, tout ça. Oh là là, j'ai mis 100 ans à tout réinitialiser, pardon, et à remettre d'aplomb. Et c'était galère de ouf. Donc voilà les gars, soutenez-moi. Je me livre, j'avais besoin de tout lâcher. Ça y est, ils m'ont saoulé. Tout le monde m'a saoulé. Du coup aujourd'hui, grave content de vous retrouver les gars. En vrai, je me suis dit hier, vas-y, j'ai passé pas une bonne journée. Du coup, vas-y, au calme, on va essayer de live et tout, ça va être cool. Et au final, j'ai pas réussi à live. Donc là, aujourd'hui les gars, live One Piece. On va donc analyser la vidéo du Mon Corvo. Donc là, en plus, je me suis trompé, c'est pas la bonne vidéo. C'est la vidéo du Mon Corvo qui parle des 4 théories, donc des 4 dernières théories, entre guillemets, les plus... Enfin, ils ont pas dit que c'était les plus ouf, mais ils ont dit que c'est les théories qu'ils allaient nous empêcher de dormir. Donc on va voir
Si, de toute façon, si s'il y a quelque chose qui m'empêche de dormir, ce sera pas les, ce sera pas les, ce sera pas les vidéos, hein. Ça va être mon insomnie du moment. Donc, let's go, les gars. On va regarder ça. Donc, je vais essayer de faire les bonnes transitions, tout ce qu'il faut pour que ça marche très très bien. J'ai quelques galères. Enfin, c'est pas que j'ai quelques galères, c'est juste vu qu'il est nouveau le logiciel, faut que je l'apprivoise. Faut que j'apprivoise ça. Mais vous inquiétez pas parce que il ressemble énormément à Streamlabs. Et il me semble que Streamlabs et OBS sont ensemble, donc tout devrait aller correctement. D'ailleurs, si jamais il y a des problèmes son, n'hésitez pas. D'ailleurs, je viens de cramer un truc. C'est qu'il y a moyen que la musique était trop forte depuis tout à l'heure. J'espère qu'elle n'était pas trop forte. Je vais voir ça. Ok. Et du coup, nous, on va faire quoi? On va checker. Normalement, là, ça devrait être bon. J'ai mis des paramètres qui ressemblent à ce que j'avais mis déjà à l'ancienne. Donc, ça devrait concorder. Let's go. Je vous mets la capture vidéo. Let's go pour un petit live sur One Piece. J'espère que vous êtes prêts, bien accrochés. Let's go, les gars, c'est parti. Ok, donc là, on arrive à la fameuse vidéo. Ça a pas l'air d'être la bonne vidéo. Pourquoi ça marche pas? Deux des plus... Ok, donc déjà, super les gars, ça commence bien. La capture ne se passe pas comme prévu du tout. Donc bougez pas, je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Ok. Je sais pas, il y a dû avoir un manque d'actualisation, un truc comme ça. Mais on verra bien de toute façon. Je regarde juste un truc. Ouais, je sais pas, il y avait un manque d'actualisation. C'est dommage, ça veut dire que ça va me casser la tête à chaque fois que je vais devoir lancer mon logiciel. Et ça, c'est un peu chiant. De toute façon, on verra bien dans tous les cas. Redémarrer la capture. Ok, ouais, en vrai, il y a des petits bugs. Du coup, il va falloir que je gère tout ça. Mais bon, vous inquiétez pas. Let's go pour le live. Petite vidéo du Mon Corvo. On va essayer de voir tout ça. Et puis, let's go, les gars. 800 personnages de tout One Piece sont au chômage. Que vont faire Eustace Kid et Trafalgar Law maintenant que leur carrière de pirate est réduite en centre? La fin du manga le plus populaire de tous les temps pointe le bout de son nez. Et pourtant, il reste énormément de mystères à élucider. Oui, vous avez lu One Piece, mais vous ne l'avez pas bien observé. Preuve en est, à la fin de cette vidéo, vous allez faire à peu près cette tête. Pas convaincu? Très bien. Voici donc 4 théories sur One Piece qui peuvent absolument tout changer. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification pour découvrir la suite de One Piece et toutes les théories bien braisées. D'ailleurs, si le menu d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, aussi bleu que le petit nez trop mignon de Chopper. Vous êtes prêts? À la carte, la véritable identité de Nami, Law le révolutionnaire, l'invasion finale de la Lune, Eustace Kid le guerrier d'Elbaf et le tout dernier Mugiwara révélé. Oui, voici 4 théories sur One Piece qui m'empêchent de dormir la nuit. Ok, j'ai hâte de voir ça, les gars. J'espère que vous allez kiffer. Déjà, juste le côté lune là, tout le monde ça a m'éclate. décidé de fermer les yeux. Et Vous connaissez la... Pas de pub chez nous. Pas de pub. Déjà, on va parler de plein de choses et ça me branche. Le dernier révolutionnaire. Après le chapitre 1079 et 1081, on a tous été témoins du besoin très pressant pour les supernovas Eustace Kid et Trafalgar D. Waterloo de se reconvertir. En effet, l'auteur symbolise par la destruction de leurs navires respectifs la fin de leur carrière de pirates. Vaincu sur les rivages d'Elbaf, le très violent Eustace Kid va sans aucun doute reprendre lui du poil de la bête aux côtés des géants et de leur culte de la violence. En effet, comme nous l'aura prouvé Dory et Brogy à travers leur duel centenaire, pour le fier peuple des géants, la force résout tous les problèmes, et la dernière race à nous être présentée dans le manga ne respecte que cela. Voilà pourquoi Shanks le Roux semble être si bien accueilli avec autant de mérite chez les géants, car ces derniers ne respectent que plus fort qu'eux. Une philosophie qu'embrasse parfaitement Eustace Kid plus que quiconque, car présenté comme la plus violente des supernovas. Lui-même dépourvu d'un bras,
Lui-même roux, les parallèles sont frappants. Nul doute qu'il deviendra auprès du prince Loki un allié fidèle pour se venger de Shanks. Mais ce qui nous intéresse plus encore, c'est le destin de Trafalgar Law que nous pensons avoir deviné. Ok, donc déjà là, je suis assez content parce que ça parle de Eustace Kid. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'il est mort, mais moi j'arrive pas trop à y croire. Je me dis, il y a une potentielle chance. On l'a déjà vu, genre par exemple, regardez Luffy et Big Mom à Wano. Quand ils sont tombés dans le tourbillon et tout, ils se sont échoués sur la plage, tu vois. Ils auraient pu mourir, mais ils ont tous les deux survécu. Et on sait aussi à quel point Oda ne tue pas forcément ses personnages, en tout cas très rarement. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il survive. La théorie du fait que Loki pourrait s'allier avec Eustace Kid pour se venger de Shanks, pas mal, mais j'ai l'impression que Loki, c'est pas un méchant. J'ai l'impression que c'est pas un méchant. Loki voulait se marier avec Lola, Lola voulait pas, mais on voit que Loki donne une fleur à Lola, et du coup on dirait que c'est un petit gamin et tout. Et quand on regarde la mythologie nordique en profondeur, on peut cramer en détail qu'il y a quelques, quelques trucs à dire. Comme par exemple, le fait que. Comment il s'appelle? Le fait que, par exemple, Loki, pardon, voilà, c'est un traître envers les Asgardiens. Et les Asgardiens, c'est le côté bon dans la mythologie. Mais bon, quand on lit la mythologie en détail, on voit que Odin, c'est quelqu'un d'assez vicieux, qui aime trop l'intelligence, qui est prêt à tuer ses enfants, tromper et trahir ses enfants. Donc, on peut se douter euh, que Odin soit pas quelqu'un de bien. Et Loki, c'est le fils adoptif de Odin, et dans la mythologie nordique, qui trahit Odin, entre guillemets. Enfin, c'est plutôt une vengeance. C'est-à-dire que Odin cherche à tuer son fils, Fenrir, et pour se venger, il. Comment il s'appelle? Loki se retourne contre son père, tu vois. Et du coup, Fenrir survit, et d'ailleurs, c'est Fenrir qui va tuer Odin, si je me trompe pas. Et le serpent monde, qui est aussi le fils de Loki, va lui tuer euh, Thor. Voilà, je cherchais les blagues. Pour être sûr, j'ai peur pour éviter de vous dire des conneries. Du coup, quand on prend tout ça en compte, on se dit, il y a grave moyen que Loki rejoigne plutôt le côté des Mugiwara, et qu'il soit un gentil, et que les méchants soient les Asgardiens. Asgardiens qu'on croirait de base gentils, genre Thor, Odin, tout ça, tu vois. C'est un peu des héros, des modèles, tout ce que tu veux. Et du coup, je me dis peut-être qu'en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer, que c'est tout le contraire. Un peu comme le gouvernement mondial, c'est censé être la justice, c'est censé représenter le bien, l'ordre, etc. Et quand on voit ce qui se passe, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ça, par contre. Donc voilà, les gars. L'ancien pirate pourrait rejoindre les rangs de Monkey D. Dragon et devenir révolutionnaire. En effet, au chapitre 996, Eiichiro Oda, qui avait déjà prévu le sort du capitaine contre Barbe Noire, lui préparait subtilement une reconversion. En découvrant le poneglyphe du château d'Onigashima, Lo se faisait la promesse de déchiffrer un jour le mystère du Di et sa volonté afin d'honorer la mémoire de son frère de cœur Rosinante. Personne qui lui avait à l'époque. Alors, petite pause, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec eux pour une raison très simple. Je vais faire très vite. Pour moi, l'eau, c'est un capitaine. Et quand on voit, quand il dit tu sais, sur le toit, sur la bataille sur le toit de Nigashima contre Kaido, à chaque fois qu'on lui disait, ouais, l'eau, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, il disait tout le temps la même chose. Je ne suis pas sous tes ordres. Donc ne me donne pas d'ordre. Et ça, pour moi, ça montre à quel point il est têtu, comme Luffy. Et comme Kid d'ailleurs. Pour moi, c'est trois personnes qu'on ne peut pas contrôler. Ils sont faits d'un ADN qui veut que il soit jamais sous les ordres de quelqu'un. Jamais tu verras Luffy obéir à qui que ce soit, etc., etc. Et pareil pour Law, et pareil pour Kid. Donc c'est mon avis pour l'instant. Peut-être je me trompe, mais actuellement je préfère croire ça. Expliquer l'importance de ses origines.
Ainsi, Trafalgar Law se présentait curieusement chez Kaido comme le second archéologue du manga avec Nico Robin, les deux étant souvent vus ensemble en train de discuter d'histoire et allant jusqu'à découvrir ensemble le rod poneglyphe secret de Wano Kuni. Partageant donc la même ambition que l'enfant du démon, il est naturel que Law soit ouvert aux propositions de l'armée révolutionnaire qui a elle-même recueilli Nico Robin il y a 2 ans. Mais encore, faudrait-il qu'il soit rapproché par un révolutionnaire, qui plus est, intéressé par la volonté du dit. Pas facile à trouver jusqu'au chapitre 1086 où le second de l'armée révolutionnaire, Sabo, reçut comme par hasard l'ultime héritage du roi Cobra. Je cite, transmet à Luffy et Vivi que nous sommes des dits. Voilà les dernières paroles que vous laisse un roi avant de mourir comme unique clé de compréhension pour aller de l'avant. Il est alors tout naturel, en le voyant se remémorer ces paroles au chapitre 1086, que Sabo cherchera à comprendre la signification du dit de toute urgence. De retour alors sur Que d'étrave, Sabo apprend de la bouche d'Ivankov qu'il existe un fruit, le Ope Ope no Mi, capable de donner l'immortalité et que celui-ci pourrait confirmer l'identité de Imu Nerona pour de bon. Le lien est donc tout fait. Rappelez-vous, envoyé sur Dressrosa, Sabo put rencontrer l'eau et fut témoin de ses pouvoirs de fruit du démon. Le degré d'urgence évoqué par Ivankov va donc conforter Sabo d'aller une nouvelle fois à la rencontre de l'eau afin de le questionner sur son fruit, mais également sur la volonté du dit. Le second des révolutionnaires pourrait donc sauver Beppo et les Earth Pirates en les invitant à rejoindre une plus grande cause encore. Sabo, étant lui-même proche de Nico Robin, l'archéologue, pourrait proposer à l'ex-pirate de rejoindre l'armée révolutionnaire. Ainsi, Trafalgar Law deviendrait l'une des plus grandes puissances de la révolution et apprendrait petit à petit les secrets de ce monde comme il le souhaitait. En commençant par le message de Sabo, l'héritage du roi Nefertari Cobra concernant la volonté du dit. Une première pierre pour l'édifice final de sa promesse. Ok, là je suis d'accord avec le fait que Trafalgar Law pourrait faire partie, pas faire partie des révolutionnaires, mais plutôt pourrait être nécessaire pour enlever le lien d'immortalité. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Euh, mais par contre, je reste sur mes positions par rapport au fait que je vois pas trop Law devenir révolutionnaire pour l'instant. Évidemment, pour l'instant. Par contre, son utilité envers Nerona est toute justifiée. Ensuite, ils ont juste sorti un petit argument que je comprends pas, c'est que Sabo, il aurait eu l'information par rapport au Ji, comme quoi il faut savoir ce que veut dire Ji, mais l'eau, est-ce qu'ils sont au courant? C'est ça la question. C'est est-ce que quelqu'un est au courant? Si je me trompe pas, l'eau, il a donné l'information par rapport à son nom de famille à personne. Personne n'est au courant de son nom de famille. Je sais même pas s'il l'a dit au Mugiwara. Ça se peut, mais je suis pas sûr. Après, Luffy, même tu le dis à Luffy, il s'en bat les steaks. Mais bon, on verra. Je regarderai au pire. Un voyage interstellaire. Autrefois vivaient sur la Lune les hommes ailés. Ensemble, ils créèrent la cité antique de Bilka et grâce à leur connaissance, mirent au monde des robots nommés Spicy. Mais, avides de pouvoir, ces peuples usèrent toutes les ressources du satellite et furent obligés de migrer sur la terre ferme en 4 groupes. Ça m'éclate parce que c'est ma théorie préférée, les gars. C'est ma théorie, la théorie de la panse permis. Après, la Lune, elle n'est pas habitable. Même à l'époque, elle n'était pas habitable. Donc, est-ce que après, elle était habitée. On sait que dans le manga, elle était habitée. Donc habitable, je sais pas, mais habitée, bah, c'est une certitude. Donc est-ce que c'était, après, je sais pas, est-ce que c'était un moyen de transition? Est-ce que c'était une planète, ouais, transitoire? C'est-à-dire qu'il se posait dessus pour se ravitailler et repartait, tu vois? Comme une station essence de l'espace, tu vois? Du coup, c'est possible. Après, moi, je vois plus Mars. Après, pour moi, je vous l'ai déjà expliqué, mais moi, le plus judicieux dans le truc, vous voyez les familles, les grandes familles de Marijois. Les Gorosei, ils sont tous affiliés à une planète, que ce soit Vénus, Mars, etc., etc. Et pour moi, c'est tous des descendants des habitants de cette planète. C'est-à-dire que
Pour moi, chaque famille avait sa planète et ils voulaient tous se rejoindre sur Terre pour conquérir la planète parce que c'était la planète la plus belle, la plus riche, la plus, enviée, du système solaire, tu vois? Donc tout le monde voulait gouverner la planète Terre et ils sont tous venus ici pour mener sa grande guerre et au final, à la fin, c'est, entre guillemets, «les extraterrestres» qui ont gagné et au final, les peuples de la Terre, tu vois? Donc les peuples des dits et cetera, eux sont tous, «décédés» entre guillemets. Par contre, il y a quelques trucs à noter, c'est que, par exemple, Bilka, les gens qui habitaient à Bilka, ils avaient des ailes sur le dos comme les peuples de du ouais, des îles Célestes. Donc, est-ce que c'est une race qui, eux aussi, viennent d'autre part? Ou est-ce que c'est une race terrienne? Ça, c'est une bonne question. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait des gens, entre guillemets, qui viennent de l'espace, comme Bilka, tout ça. On sait qu'ils avaient des ailes, que ça doit être relié à la famille de King, donc les Lunaria, et au peuple des nations célestes, je vais les appeler comme ça, comme Urouge, par exemple. Et que tout ça doit être lié à beaucoup de choses. D'ailleurs, honnêtement, pour moi, clairement, hein, vraiment clairement, je pense sincèrement que, que vraiment Oda a dû prendre des nations du ciel ennemies et des nations du ciel alliées. Et pareil pour sur Terre, il a dû prendre des nations qui allaient trahir un peu les djinns ou les peuples de la Terre pour rejoindre entre guillemets les dieux et cetera, tu vois? Comme ça, il y a pas de méchants qui viennent de l'espace et de gentils qui viennent de l'espace, tu vois? Il y a les 2 et c'est juste une méthode de pensée. Ceux qui pensent, que conquérir, assouvir, leur, leur domination, c'est mieux et il y a les gens qui pensent à la liberté et cetera et eux, c'est mieux, donc les pirates, et cetera et cetera. D'ailleurs, c'est vrai pour les peuples, pour les dragons célestes, c'est vrai pour les pirates, c'est vrai pour toutes les nations de One Piece, c'est vrai, il y aura des gens qui pensent à asseoir leur domination et il y a d'autres, personnes qui pensent à faire en sorte d'être le plus libre possible. Et ça j'aime bien, tu vois? Les Chandiens, Skypiens, Bilkans et Lunariens. Les siècles passèrent, la légende de Bilka devint mythe et les hommes ailés oublièrent leur propre histoire, celle de la Fairyverse, la terre sans fin dans Fairyverse. l'espace. Et la cité mythique de Bilka fut oubliée de tous jusqu'à ce que des centaines d'années plus tard, des archéologues décidèrent de braver l'autorité du gouvernement mondial pour mener leurs recherches sur la mémoire du monde et apprirent ainsi les secrets de l'histoire, des tabous qu'il ne fallait pas réveiller. C'est le terrible incident d'Ohara, une connaissance bien trop précieuse qui fut sauvée in extremis des flammes par les savants et de l'eau par le fier peuple des géants dirigé par Agua di Saulo, puis emmagasinée dans la tête du professeur Vegapunk depuis la bibliothèque d'Elbaf. Un savoir immense qui permit au savant fou de posséder ainsi 500 ans d'avance sur l'humanité et de créer son île futuriste d'Egghead Island, tout comme d'apprendre des secrets enfouis comme l'existence d'un dieu antique nommé Nika. Ainsi, en découvrant les secrets de l'histoire grâce au livre d'Ohara, le professeur Vegapunk dut également entendre parler de l'espace, de la lune et de la cité mythique de Bilka. En effet, nous sommes au chapitre 1068 et Kaku nous apprend qu'un hologramme de la ville futuriste n'est autre qu'une reproduction d'un monstre spatial. Preuve des connaissances interdites du docteur qui, en se divisant en 6, Ça m'éclate, ça m'éclate! Parce que ça là, quand j'avais posé, ma vidéo, sur, la théorie de Luffy dans l'espace, beaucoup de personnes étaient contre et ils pensaient que c'était pas, réel. Pourtant, il y a vraiment énormément de foreshadowing qui vont dans ce sens-là et effectivement, si Oda a placé, le monde spatial à Ohara quand même, qui est vraiment au début de l'œuvre, hein. Shabanji, c'est, les épisodes aux alentours des épisodes 300. Donc vraiment dès le début de l'œuvre, on avait déjà le système solaire, on avait déjà, énormément de choses. Puis il y avait aussi, la mini aventure sur Ener dans l'espace, ça qui est arrivé un peu plus tard, mais quand même, très tôt dans l'histoire. Le fait qu'il y ait des peuples dans le ciel, donc on sait maintenant qu'il y a des monstres, mais bon, on le savait déjà, grâce à la mini-aventure et souvent les gens qui croient pas à, justement, la mi la le l'histoire, de l'espace, c'est-à-dire aux théories de Luffy dans l'espace,
C'est souvent les personnes qui regardent les animés parce que la mini-aventure de Ener n'est pas dans les animés. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont sincèrement l'adapter parce qu'elle est vraiment légendaire. Exactement comme ils ont adapté la mini-aventure de l'équipage de Barbe Noire sur le territoire de Big Mom. Là, ça ferait écho qu'il fasse ça et ça m'étonnerait pas que l'animé, fasse exactement ça, tu vois? Tout ce que vous voulez qu'ils vont le faire. Je pense que là, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train d'intégrer les color spreads, ils sont en train d'intégrer les mini-aventures. Donc vous inquiétez pas, quand ce sera le bon moment, on en reparlera de tout ça et eux vont le rentrer, c'est sûr et certain. Ensuite, pour finir avec, la théorie dans l'espace, je voulais juste ajouter, qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter qu'il y a beaucoup de choses, qui concordent dans cette, théorie, mais le plus important, c'est qu'il y a 3 trucs, qui vont être abordés. C'est que pour moi, U-Rouge, il y a toujours une supernova ou plusieurs supernovas qui sont impliquées dans les événements du Nouveau Monde et là, je vous le dis, U-Rouge va être impliqué dans la théorie, de Luffy dans l'espace, donc pendant cet arc-là où ils iront, dans l'espace. Pour moi, c'est l'arc, Raftel tout simplement. Il y aura U-Rouge, il y aura Ener, donc Ener ou le retour d'Ener, et il y aura, Luffy dans l'espace. Pour moi, ces 3 choses, c'est quelque chose qui sont liés, depuis très longtemps et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des révélations et des concordances, qui vont dans ce sens-là. Mais avant, il y a l'arc d'Elbaf, donc let's go les gars.